Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 9 octobre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché donc, en commençant par les places européennes qui ont donc terminé dans le vert jeudi, profitant des espoirs de mesures, comme vous le savez, de relance aux États-Unis. Tandis que les dernières annonces de Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants, a quand même jeté un froid hier à Wall Street. Tout d'abord, on a quand même eu Donald Trump qui a déclaré sur Fox Business Network que les discussions entre républicains et démocrates sur des mesures d'aide avaient repris et qu'il y avait de bonnes chances de parvenir à un accord. Alors, à défaut d'un plan de relance global sur lesquels les discussions ont été suspendues par le président américain, les marchés, encore une fois, s'accrochent à l'espoir de mesures de soutien ciblées, notamment en faveur du secteur aérien qui est quand même en grave difficulté. Alors Wall Street a quand même terminé en hausse aussi, puisque les investisseurs, retenant d'abord les propos de Donald Trump sur la possibilité d'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine, écartant en revanche les chiffres un peu moins bons que prévus sur les inscriptions hebdomadaires au chômage. Toutefois, comme je vous le disais, Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a jeté un léger froid en disant qu'il n'y aurait pas de nouveau plan d'aide pour les compagnies aériennes sans un plan de relance budgétaire global. Alors, sa déclaration à quelques minutes de la clôture en Europe a un petit peu freiné le Dow Jones, mais la démocrate a aussi exprimé sa confiance dans la possibilité de trouver un accord avec le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Donc, finalement, comme je vous le disais, les marchés se raccrochent avant toute chose à l'espoir. Et c'est l'espoir qui soutient actuellement les marchés. Au rang des indicateurs, effectivement, on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont légèrement reculé la semaine passée aux États-Unis, une baisse modeste qui suggère tout simplement que le marché du travail continue à éprouver des difficultés à se remettre du choc provoqué par la pandémie. Donc, encore une fois, c'est surtout les données qui vont arriver au cours des prochains mois, prochaines semaines, qui vont être très intéressantes et qu'il va falloir analyser surtout pour véritablement constater si oui ou non on a un tassement de la reprise économique, notamment aux États-Unis. De plus, si le plan d'aide met du temps à être voté et n'a pas lieu directement après les élections, ça aussi, ça risque en plus de pénaliser les ménages et les consommateurs américains et encore une fois, viendrait ajouter un poids supplémentaire dans la fragilité de cette reprise finalement. Côté macro, ici, ce sont les chances de gagner en 2020 contre 2016 pour Trump. Alors, certes, Joe Biden a une énorme avance dans les sondages actuellement. Il est donné quand même grand vainqueur, mais on peut s'attendre à tout. Comme vous le saviez, en 2016, on donnait Hillary Clinton gagnante. Finalement, retournement de situation, c'est Trump qui a été élu président. Donc oui, Trump, on a l'impression qu'il fait actuellement n'importe quoi, que ce soit son premier débat avec Joe Biden, où il s'est montré plutôt violent envers le candidat, donc n'a pas forcément aidé à progresser dans les sondages. Derrière, euh, il a été contaminé au Covid, il aurait pu en sortir par le haut. Finalement, il fait une annonce en retirant son masque et en disant « N'ayez pas peur du Covid, ne le laissez pas rentrer chez vous ». Donc, tenir ce genre de discours quand vous êtes soigné par les meilleurs médecins du monde et que tous les Américains n'ont pas forcément une assurance maladie et que beaucoup d'Américains ont perdu de nombreux proches étant donné qu'il y a eu quand même 200 000 morts aux États-Unis,
forcément, ce genre de discours fait un peu grincer des dents et Donald Trump, encore une fois, plongé dans les sondages suite à la sortie de l'hôpital. Il aurait peut-être pu passer pour un martyr en ayant vaincu le Covid, mais finalement, on a l'impression qu'il ne réfléchit pas vraiment à ce qu'il dit et que cela eh bien, le plombe. Mais on peut s'attendre à tout. Et ce graphique, justement, montre qu'actuellement, en 2020, les chances de gagner par rapport à 2016 sont plus importantes. Finalement, en 2016, on était ici, c'était les chances de Trump à la même date de gagner les élections. Donc, vous voyez qu'on était quand même très bas, à 15%. Et en 2020, même si Joe Biden est donné vainqueur actuellement, toutefois, ce sont des données à prendre avec des pincettes. On a vu ce que ça a donné en 2016, mais on constate justement que même si Joe Biden a de l'avance, finalement, Donald Trump fait mieux que 2016. Donc, tout est possible. Il faut s'attendre à tout avec Donald Trump. On l'a vu à de nombreuses reprises, il est capable de retourner sa veste, de changer de direction, il souffle le chaud et le froid. On l'a vu avec la Chine, notamment durant une série d'épisodes sur la guerre commerciale, sur l'accord de phase 1 et d'où mon invitation à la prudence et ne pas forcément crier victoire trop vite pour le parti démocrate, hein, puisqu'avec Donald Trump, c'est un président qui est absolument capable de tout, du meilleur comme du pire, et donc il ne faut pas l'avouer vaincu tout de suite, notamment si on met en perspective eh bien, les probabilités de gagner en 2016 par rapport à 2020, et on se rend compte qu'il réalise quand même un meilleur score cette année qu'il y a 4 ans. Ici, ce sont les nouvelles prévisions de Goldman Sachs. Donc, elles sont tombées il y a quelques jours. Et Goldman Sachs prévoit alors un S&P 500 à 3600 points d'ici la fin de l'année et 3800 points pour le milieu d'année 2021. Donc, toujours des prévisions assez optimistes pour Goldman Sachs. Je ne pense pas que Goldman Sachs prévoit un ralentissement de la reprise ou une stabilisation du chômage au cours des prochaines semaines, voire mois. Est-ce que Goldman Sachs ignore ces données en se focalisant peut-être uniquement sur le soutien inconditionnel des banquiers centraux qui feront tout leur possible pour soutenir les marchés? Par contre, élément intéressant, c'est de se dire que finalement, j'ai l'impression que Goldman Sachs ne tient pas en compte, ou peut-être trouve, comme je vous le disais la semaine dernière ou en début de semaine, je ne me souviens plus, je vous avais montré justement un graphique en fonction de l'évolution du S&P seulement selon les candidats démocrates ou républicains, et on se rendait compte que finalement, les programmes n'avaient pas vraiment d'impact sur les cours. Et qu'aujourd'hui, c'était les banquiers centraux qui drivaient les marchés. Et donc là, finalement, ce serait le même scénario. Même si les marchés s'inquiètent si Joe Biden passe parce qu'il pourrait taxer un peu plus les sociétés, alors que Donald Trump, en 2017, avait fait un open bar et avait diminué fortement la taxation sur les sociétés. Mais on se rend compte qu'ici, eh bien, ça n'a aucune importance, finalement, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden. À très court terme, on pourrait sentir peut-être une petite secousse, mais sur le long terme, effectivement, on constate que ce sont des catalyseurs puissants qui font chuter les marchés, la crise des dot-com, la crise des subprimes, un virus, un Covid. Donc, rien à voir avec le programme des gouvernements et des États. On serait dans un pays émergent, oui, ça peut avoir un impact, mais sur des pays ultra développés, tant qu'on n'a pas vraiment des extrêmes au pouvoir, finalement, il n'y a aucun impact. Les gouvernements, les programmes en tout cas des gouvernements à moyen long terme, n'ont aucun impact sur les marchés financiers.
c'est actuellement uniquement les banquiers centraux qui, eux, ont un véritable impact sur le marché, puisque ici, quand le marché a chuté, c'était quand la Fed a osé remonter ses taux. Donc vous voyez à quel point on a pu perdre quasiment 20% parce que la Fed voulait augmenter ses taux. Rien à voir avec les programmes des gouvernements. Donc là, la même chose. Et finalement, grosse injection de liquidité, comme je vous le montrais en début de semaine, 10 000 milliards. Donc très clairement, ça redope les marchés. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes. Et finalement, les élections américaines n'ont pas une si grande importance que l'on voudrait nous le faire croire. Toutefois, les perspectives de Goldman Sachs semblent quand même assez optimistes, je trouve, étant donné que la crise du Covid n'est pas terminée. On a toujours un chômage qui est quand même très élevé aux États-Unis et beaucoup d'économistes s'attendent justement au cours des prochains mois, prochaines semaines, à avoir des faillites d'entreprises de plus en plus conséquentes. Ici, c'est un graphique du S&P 500, justement, encore une fois. Je vous l'avais déjà montré par le passé, il y a de ça plusieurs semaines. C'est un graphique tout simplement qui représente la performance du S&P 500 depuis le début de l'année, du S&P 500 retraité de Facebook, Amazon, Microsoft et Google, et du S&P 5, si on peut l'appeler comme ça, étant donné que si on mesure uniquement la performance de Facebook, Amazon, enfin du moins des GAFAM, on se rend compte que les 5 actions les plus importantes maintenant ont enregistré un rendement de plus de 39% depuis le début de l'année, tandis que le S&P 495, si on retraite ces 5 valeurs, eh bien, on est revenu dans du négatif. On est sur une performance négative depuis le début de l'année, à savoir 1%. Donc, encore une fois, j'ai titré une hausse en trompe-l'œil, effectivement, car le poids des GAFAM est tellement important au sein de l'indice que vous voyez qu'on assiste véritablement à un sacré écart. Uniquement ces 5 sociétés, plus 39%. Si on les enlève, bon, on a un S&P qui est quand même négatif depuis le début de l'année. Et si on les réintègre et qu'on prend l'ensemble de l'indice, on est quand même à plus 6%. Mais il y a quand même un vrai delta assez impressionnant, passer de plus 6 à moins 1, seulement en ajoutant ou en enlevant seulement 5 sociétés censées représenter l'indice mondial, hein, le S&P 500, c'est l'indice de référence, c'est celui un peu qui drive, je ne dirais pas les marchés, mais qui drive la psychologie des investisseurs, qui permet de prendre la température sur les marchés. Et encore une fois, finalement, cette hausse est en trompe-l'œil puisque c'est essentiellement les valeurs technologiques qui drive le marché à la hausse. Et hier, je vous montrais justement un graphique avec celui des fintech, qui lui aussi, ces sociétés qui se développent, qui développent leurs activités financières via la technologie, sont des valeurs d'avenir et rentrent un peu dans cette même catégorie qui fait qu'on a une très nette surperformance de l'ensemble de ces valeurs. Donc, encore une fois, la dynamique pour l'instant reste haussière sur l'ensemble de ces titres. Toutefois, je me montre quand même prudent car les marchés ne montent pas verticalement, surtout sur le Nasdaq, et au cours quand même des dernières semaines, on a quand même eu une hausse verticale qui montrait plutôt de l'euphorie plutôt que des marchés tournés véritablement vers l'avenir. On constate très clairement qu'on a des marchés qui sont tournés vers les liquidités et non pas vers l'avenir, même si ces secteurs, je le reconnais, sont très clairement sortis par le haut de la crise du Covid. Côté graphique, eh bien, on va s'intéresser au CAC 40.
pour terminer la semaine. Alors l'indice maintenu en échec sur les 4930 points. Bon, à la croisée des chemins. C'est vrai que si on casse ce niveau avec la MM50, direction 4980, puis la MM200, et on a deux doigts d'invalider ce triangle. Effectivement, pour l'instant, c'est vrai qu'on a une belle réintégration, même si je coupe la mèche ici, on est très limite, mais si on vient combler le gap, qu'on chercher la moyenne mobile 200, je considérerais que ce triangle est tout simplement invalidé. Quoi qu'il en soit, on a un peu une hausse en crabologie. C'est vrai qu'on n'a pas véritablement de belles bougies flux. On a une hausse qui est soutenue par des gaps. Finalement, derrière, le flux ne prend pas. Mais pour l'instant, ça tient puisque le marché est porté par des espoirs. En données 4 heures, on a toujours cette épaule tête épaule. Donc, je vous invite aussi à remonter vos stops petit à petit au fur et à mesure que le marché continue son ascension. On est toujours dans des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. Un objectif de prix très clair à 5050 points. Là, on est sur un gros niveau, 4930. C'est vrai que si on casse ce niveau, grande probabilité pour que le marché accélère. Et en parallèle, justement, essayer de remonter son stop pour celles et ceux qui se sont positionnés, qui ont cru en cette épaule tête épaule inversée. C'est vrai qu'on a un objectif un peu plus loin, presque quasiment vers les 5080 points. En tout cas, pour l'instant, sur résistance, donc on n'achète pas une résistance, on attend la cassure. Et effectivement, en cas de cassure de ce niveau couplé à la MM50, comme je vous le disais, on devrait assister à une accélération. Si je vais sur le CAC futur, est-ce qu'on a un peu plus d'informations? On est exactement au même niveau. Que ce soit en données 4 heures, autant là on est dans un beau biseau. Je viens chercher la moyenne mobile 200, donc ça commence à devenir intéressant. Donc on est vraiment sur un seuil clé. Soit on échoue, soit ça casse et on accélère. Donc on se trouve vraiment à la croisée des chemins. Sentiment qu'on évolue aussi dans un biseau ascendant, en tout cas sur l'indice CAC. Et en données 1 heure, pas plus d'informations que ça. À surveiller la sortie du biseau. Concernant le DAX, qui nous a fait, lui, une sortie par le haut du biseau. Alors, on est quasiment venu combler le gap hier. Voilà, il manquait pas grand-chose. Quelques points pour venir combler le gap. Plus solide, le DAX. C'est vrai que tant qu'on est au-dessus de cette zone et qu'on a une clôture hebdomadaire, comme c'est le cas actuellement, ça donne l'impression que l'indice allemand en a encore sous le coude et qu'il peut aller chercher un peu plus haut. Là, très clairement, si on clôture avec une bougie qui repasse au-dessus de la zone de polarité, ça ouvre la voie, en tout cas, de nouvelles perspectives haussières. En données daily, ça monte pareil en crabologie. C'est vrai qu'on n'a pas des bougies flux, ça monte, il y a des petits gaps à chaque fois, on a plus de mèches que de corps, mais le marché monte finalement, toujours porté par l'espoir. Pas tant pénalisé que ça par la hausse de l'euro qu'on a eu, qu'on est en train d'avoir surtout, et qu'on pourrait aussi accélérer sur l'euro, on fera un point tout à l'heure. Finalement, certes, des places européennes qui sous-performent par rapport aux US à cause de l'euro, mais qui arrivent à grignoter un peu du terrain pour essayer de reconquérir les anciens plus hauts. Donc là, c'est vrai que si on vient combler le gap, le prochain objectif à aller chercher, c'est très clairement les 13 300 points. Si je bascule sur le futur, pareil, pour l'instant, le biseau n'est pas invalidé, mais ça en prend la forme, en tout cas, ça en prend le chemin. En données 4 heures, on pourrait éventuellement avoir un biseau, mais pas super. Je n'ai pas assez de points de contact. Plutôt un canal haussier, peut-être, qui permettrait de cadrer cette dynamique haussière.
mais et encore, pas vraiment, pas assez d'historique de prix pour tracer une belle figure, je trouve, en tout cas pour l'instant. Mais la tendance haussière se poursuit sur l'indice allemand, en tout cas. Là, on avait une petite divergence, mais elle semble s'invalider. En donné 1 heure, en tout cas, on est toujours sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, eh bien, on constate que même si la hausse se fait un peu en crabologie, un peu en mode larvé, eh bien, les acheteurs gardent la main. Le Dow Jones qui poursuit son ascension, doucement mais sûrement, toujours dans son range. Bougie hebdo, pareil, hein, bougie assez flue, très peu de mèches, du corps. On risque sûrement de casser les 28 200 points en clôture hebdomadaire. Donc derrière, on n'a pas grand-chose qui vient bloquer. Je m'attends à un range, pour ma part, sur le Dow Jones. Mais ça semble bien parti, en tout cas. Ça semble bien parti pour aller chercher les 29 145. Il n'y en a pas vraiment d'obstacle, si ce n'est peut-être Chikou qui bute dans les prix. Mais on vient de franchir la résistance, l'alignement du plaquis jaune, des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut. En données 4 heures, toujours dans un biseau finalement, et on peut continuer à monter en pareil, doucement mais sûrement, à l'intérieur de ce biseau pour aller chercher la borne haut. Tant, là c'est le cadrage qu'il faut voir sur le Dow Jones, donc tant qu'on est dans ce biseau, la dynamique de court terme reste haussière. Donc ce serait d'aller chercher la borne haute de ce range et éventuellement surveiller si on a un signal de retournement comme ici, ou au contraire, une cassure par le bas de ces biseaux qui ouvrirait la voie à une correction de nouveau sur les 28 200 points. Si on regarde les futurs actuellement, dans le vert aussi, dans le vert, très haussier, voilà. Donc, plutôt essayer de chercher des replis et accompagner ce flux haussier jusqu'à avoir un essoufflement ou une cassure par le bas. Et pour l'instant, des plus bas, des plus hauts de plus en plus haut, ça pourrait très bien buter, venir corriger sur les 28 165 avant de repartir, avant d'aller chercher la prochaine résistance et ainsi confirmer le range à venir. L'euro-dollar, plutôt fort ce matin. On va passer en données hebdo. Il faut qu'on break cette Tenkan, ce serait pas mal. Ça permettrait de donner un nouveau souffle à l'euro. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour les places européennes, mais on a le sentiment que l'euro a envie de grimper encore et qu'il a envie d'aller chercher les 1,2040. Là, je suis à 2 doigts de passer haussier avec une accélération à venir sur la paire. D'une part, fin de consolidation du canal, sortie par le haut, pullback, plutôt une bougie encourageante au-dessus de Kijun, et même 50 qui est venu quand même coiffer les prix toute la semaine. Mais derrière, ça semble aller de l'avant et repartir, en tout cas pour un redémarrage haussier. Si on affine en données 4 heures, on se rend compte qu'on a un range et que là, on est en train de sortir par le haut. Vous voyez qu'on est en train de break la MM200, la MM50 daily. Et donc, cela devrait confirmer une nouvelle jambe de hausse, en tout cas. Une accélération à venir n'est pas à exclure sur l'euro. Alors certains y verront un range avec une belle bougie flux qui est en train de sortir et de casser les 1,18. Donc premier objectif pour moi serait d'aller chercher les 1,1875 et en cas de cassure, 1,2040. Au moins les 1,20, un retour sur les plus hauts, puis 1,2040. D'autres, au contraire, verront en donner 1 heure une sortie de triangle. Bon, je vous laisse décider. En tout cas, c'est vrai qu'on a aussi un beau triangle H1, sortie de triangle avec pullback, redémarrage haussier. Donc un triangle ou un range aussi qu'on est en train de casser, en tout cas une fin de consolidation. Donc qui dit fin de consolidation dit
accélération ou reprise haussière pour se repositionner dans le sens du flux, qui lui est totalement haussier depuis le 12 mai. Donc pour l'euro, ça sent l'accélération en tout cas à venir à moyen court terme. Donc à break, le niveau des 1,18 et là ça confirmerait le signal technique dont je vous parle actuellement. AUD-NZD. Sortie de canal haussier, combinée à une figure chartiste, donc pareil, hein, dynamique haussière, consolidation, sortie par le haut du canal sur bougie flux, mettant un terme à cette phase de correction un peu baissière. Et derrière, en parallèle, cette sortie de canal se fait via une bougie flux et via la cassure de la ligne de cou d'une épaule, tête, épaule inversée, encore une fois. Donc là, on est en train de faire le pullback quasiment. Mais ça sent le redémarrage aussi, encore une fois, sur l'AUD-NZD. Donc avec un objectif de prix aux alentours des 1,0980. Voilà. Hebdomadaire et 1,0980, ça représente le niveau qui est là à peu près. Le niveau qui est là. Pas mal de mèches aussi ici. Donc un objectif théorique intéressant et qui correspond aussi un peu à cet oblique qui passe par tous les points bas, hauts, pardon, ici. Donc ce serait de retourner en fait sur l'oblique, d'aller chercher l'oblique, quasiment. Voilà. Donc un bel objectif de prix sur la UDNZD. Pas de divergence, petite bougie flux qui ressemble à un avalement, mais pour le moment la dynamique reste haussière. On a le sentiment qu'on est sur un pullback. On est en train de faire un pullback en tout cas. Mais sinon, c'est plutôt haussier en tout cas pour cette paire. Et donc, pareil, j'anticipe plutôt une nouvelle jambe de hausse en tout cas sur cette paire. En données H1, voilà, on est bien soutenu par la MM50. À voir comment ça va se passer. C'est vrai que si on a Tenkan qui vient se mettre à plat et qu'on fait une cassure dans le sens de la tendance de la Kijun et que Tenkan nous fait un angle droit en direction du nord, en direction de la Kijun, ça validerait aussi un signal sur l'unité de temps un peu plus courte et donc confirmerait bien ce scénario de reprise haussière pour l'AUD-NZD. Le NZD-CAD, toujours pareil dans son épaule tête épaule, cette fois, pas inversé. Pour rappel, à 14h30, on a quand même les chiffres du chômage au Canada. Donc cela devrait aussi avoir un impact sur les marchés, enfin du moins sur cette paire. Mais pour l'instant, pareil, ici en données 1 heure, en tout cas, belle cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux, soutenu par la MM50, donc qui laisse à prévoir, enfin, qui laisse à penser plutôt une poursuite de la baisse. Donc ça, c'est en données H1, en données 4 heures, assez propre aussi, hein, belle figure, 4 heures, on est venu faire le pullback, on repart, pas vraiment de divergence ici, très petite, mais j'ai pas l'impression qu'elle est en train de prendre. Donc à voir cet après-midi avec le chômage, mais pour l'instant en tout cas, ça semble quand même bien parti pour aller chercher le niveau de la MM200, voire l'objectif théorique qui lui se situe à un peu plus bas. Ici, on a un beau niveau de support, je l'ai enlevé. Voilà. Donc objectif final 0,8550, objectif partiel 0,8615. Puis là, on abaissera le stop. Et puis si ça casse, on ira chercher l'objectif final de l'épaule tête-épaule. Mais
sachez qu'il y a quand même une grosse news à 14h30. Donc, à surveiller l'impact que cela peut avoir sur cette paire. Les métaux précieux maintenant, avec le gold. C'est propre techniquement, c'est encourageant pour la suite. Ce serait bien qu'on fasse une bougie flux qui break borne de base de biseau et niveau de résistance horizontale. Et là, on aurait le signal technique de fin de consolidation et de reprise haussière. En données 4 heures, effectivement, on peut aussi, pour éviter le piège, cadrer ça dans un range technique. Et là, on est sur la borne haute. Donc, certes, on a breaké l'oblique baissière l'oblique baissière du biseau, mais il serait quand même préférable d'attendre la cassure de l'énorme support hebdomadaire, résistance, pardon. Pour rappel, voilà. Le support hebdomadaire, la résistance, je vais y arriver, qui est les anciens plus hauts historiques de 2011. Donc là, certes, le biseau, ça semble bien parti en tout cas pour avoir une reprise haussière, mais juste pour éviter le bull trap, tout simplement, parfois il est préférable d'attendre encore un peu, d'avoir confirmation qu'on repasse bien au-dessus de cette résistance. Hop, on la teste avec un pullback, et derrière, cela ouvre la voie à de nouvelles perspectives en direction des 1975. Certes, on aura encore les 1940 à passer ici, mais dans l'ensemble, bon, ça consolide souvent dans des biseaux, comme à chaque fois ici. C'est plutôt encourageant pour la suite. À confirmer en clôture, mais le métal jaune pourrait délivrer un signal technique peut-être aujourd'hui pour terminer la semaine en tout cas. Le Brent. Sur la borne haute du range, voilà. Donc, c'est ici que ça se passe sur le Brent. Un range dans un range, finalement. Impression qu'on a un range de long terme ici. Je le mettrai plutôt ici, j'ai plus de points de contact. Voilà. Ici, on a eu une fausse cassure. Donc là, ce serait notre range, puisque le nuage se met à plat comme il faut. Ouais, c'est ça. Puisque le nuage se met à plat, ce sera un peu le range à prévoir. Et à l'intérieur de ce range, on aura un range. Donc ici, c'était un pierre trap avec une fausse cassure. Mais un range dans un range, finalement, de moyen terme. Et donc oui, si on casse par le haut, sentiment qu'on va valider un peu cette espèce de double bottom, même s'il n'est pas validé, puisque, enfin, il n'est pas complètement validé s'il passe, parce que l'amplitude doit être supérieure à 2 fois la hauteur. Donc la hauteur, ça représente le point bas ici et le point de la ligne de coup. Et donc, si on mesure cette figure, on se rend compte qu'on n'a pas 2 fois la hauteur. L'amplitude de baisse n'est pas égale à 2 fois la hauteur. Vous voyez? Donc, pour celles et ceux qui ont vu le webinaire sur les figures chartistes, on n'a pas un double bottom. C'est pour ça que je le mets dans la catégorie des ranges. Et pour le moment, on est maintenu en échec ici. Donc voilà le scénario maintenant, c'est soit une nouvelle rotation des prix vers la borne basse, soit on casse direction la borne haute du range DI. Si on affine en données 4 heures, c'est vrai qu'on fait un bel avalement. On est en train de faire un bel avalement ici, donc à confirmer. Mais on pourrait avoir un signal baissier, c'est dommage qu'on n'ait pas de... Ouais, elle n'est pas assez grande de toute façon, mais j'ai pas le sentiment. Ah, c'est petit, c'est léger, c'est très très léger pour avoir une divergence. C'est léger. On pourrait avoir le sentiment qu'on a une petite divergence, même si ce pic normalement est censé être en zone de survente. On a quand même un premier pic
en zone de surachat, pardon, c'est limite. C'est limite, plutôt l'avalement baissier qu'on est en train de faire, et donc qui pourrait instaurer finalement un trading range à venir sur le Brent. En données 1 heure, peut-être, ouais, effectivement, c'est déjà plus propre. En données 1 heure, on avait bien une divergence. Ici, voilà, là pour le coup, on a une belle divergence. Elle a été validée là, ce matin à 10 heures. Et en 4 heures, on est en train de faire l'avalement baissier. C'est vrai que si tous ces éléments se confirment, enfin, la divergence H1 est confirmée, ce serait bien d'avoir l'avalement 4 heures. C'est quand même plus important d'avoir des signaux de confirmation dans les unités de temps supérieures. Mais en tout cas, ça plaiderait pour une correction à venir et donc un retour sur le milieu de range à 41,50 et derrière si on enfonce les 39,50. Donc à surveiller. De plus, on est maintenu en échec pour l'instant sur MM50 et borne basse du Kumo, enfin le bas du nuage. Donc effectivement, si le marché cale, trading range à prévoir sur le Brent. Le light, pas évident le light. On ne sait pas trop si on est dans un... Le scénario, lui, est le même à moyen terme, puisqu'on est dans un range ici avec un nuage qui se met à plat. Mais là, on avait le sentiment d'avoir une sortie par le haut de ce triangle, et j'ai juste pas envie de tomber dans le piège du range. Le pétrole n'est pas évident, hein. Il est coriace, il est capricieux, il n'est pas évident à trader actuellement, je trouve. On pourrait très bien avoir un range comme ça. En données 4 heures, est-ce que j'ai un peu plus d'informations? Non, j'ai rien du tout. Si ce n'est que ici, on a fait une étoile du soir, doji, et là on est en train de faire un avalement. Pareil, hein, des éléments techniques qui plaident pour une correction à venir, en tout cas en données 4 heures. Je me montre prudent, une belle divergence. Non, pas vraiment de divergence pour le coup ici. Pas en 1 heure en tout cas. Bon, pas de divergence. Là, elle est très très limite, celle-là. On peut en avoir une ici. Effectivement, on n'a pas vraiment franchi la zone des 50. C'est léger, c'est très léger. Très très léger, je trouve. Mais oui, soit il y en a une. Je suis en donné 2 heures, autant pour moi. J'avais pas vu. En donné 1 heure, effectivement, on a bien validé une divergence aussi sur le WT. Donc plusieurs éléments, pareil, qui montrent que le secteur pétrolier, eh bien, bat de l'aile, tout simplement. Et donc, je me montre un peu plus prudent, même si j'avais le sentiment qu'on avait un triangle, en tout cas. Pensez à remonter vos stops, ne vous faites pas avoir. Le marché pétrolier est très compliqué en ce moment. C'est sûrement, je pense, l'un des actifs les plus durs à trader. Mais bon, j'ai essayé du mieux que je pouvais de vous cadrer un peu cette dynamique des prix à travers un range de moyen long terme. Et là, un range qu'on est en train de faire et qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle rotation des prix. Donc, on fera le point lundi pour voir si d'ici là, on a plus de visibilité sur le secteur pétrolier. Pour terminer ce briefing des marchés, on va quand même s'intéresser au Bitcoin, qui a subi une bonne nouvelle hier, puisque le géant du paiement Square achète 50 millions de dollars de Bitcoin. Donc ça a un peu dopé le marché, qui était plutôt léthargique, comme je vous le disais depuis voilà, depuis ici, c'était devenu complètement léthargique. Alors, Square, c'est la société qui est fondée par Jack Dorsey, donc qui est le créateur de Twitter,
Et donc, elle a pour but, cette société, de simplifier un peu les moyens de paiement électroniques. Et donc, hier, on a eu une annonce comme quoi la société avait annoncé acheter quasiment 4700 bitcoins, je crois, pour un total d'achat de 50 millions de dollars. Et en gros, la société proposait à ses clients d'acheter des BTC via leur application. Et le PDG a déclaré très clairement qu'il pense que le Bitcoin eh bien, a tout simplement le potentiel de devenir une monnaie plus omniprésente à l'avenir. Et donc, si des entreprises commencent à s'intéresser, si des entreprises proposent à des clients de se diversifier via les cryptos, eh bien, en soi, cela favorise la hausse du BTC, qui montre bien que c'est une monnaie d'avenir et que la digitalisation est en place et que l'on pourrait subir une nouvelle révolution, même si je pense qu'on l'a déjà subie. Celle-ci devrait s'accélérer et s'amplifier au cours des prochaines années, voire des prochains mois. Et donc derrière, ça crée un petit catalyseur sur le BTC et ça lui permet de sortir de cette phase léthargique et de reprendre un peu de hauteur. On va retracer le range comme il faut. En tout cas, plutôt encourageant puisqu'on a break la résistance des 2900, donc la fameuse résistance qui bloquait les prix dans le range. Ce serait bien de la confirmer en clôture hebdomadaire, mais 10 900, c'était un gros niveau de prix, il me semble. Derrière, j'attends quand même la cassure des 11 160, 11 180. Voilà, ce serait qu'on break la Tenkan pour valider tout simplement le double creux. Donc juste au-dessus, la ligne de coup correspond en fait à la Tenkan hebdomadaire. Et donc là, si on passe au-dessus, passage en force, déjà plutôt encourageant, cassure de MM50, cassure de résistance dans le range à 10 900. Et bien maintenant, il faut transformer l'essai et casser, réussir à passer en force les 11 150, 11 160 pour valider cette figure et ainsi aller chercher et reconquérir les 12 000 points. Voilà le scénario actuellement sur le BTC. Donc plutôt encourageant. Espérons que le marché ne s'essouffle pas trop vite suite à cette news et peut-être que d'autres entreprises suivent aussi cette voie-là, ce qui permettrait bien évidemment de propulser le BTC vers de nouveaux plus hauts annuels. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article dans la description de la vidéo. Sinon, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un très bon week-end, et on se retrouve donc lundi pour faire un nouveau point sur les marchés.